Dans un village poussiéreux du Sahel, les soirs sont courts. La lumière s'éteint vite, les enfants rentrent de l'école par des chemins de terre rouges, les mères comptent les pièces pour acheter un peu de riz. Rien n'annonce que de ce décor de manque et de silence surgira, un jour, une voix qui bousculera tout un continent. Cet homme s'appelle Ibrahim Traoré, 34 ans seulement, officier de carrière, sans fortune, sans héritage politique. Et pourtant, il a pris en main l'un des pays les plus pauvres du monde, le Burkina Faso, avec une conviction simple mais radicale. Nul ne viendra nous sauver si nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. En 2 années à peine, il a rallumé une flamme que beaucoup croyaient éteinte. Redresser l'économie, défier les vieilles tutelles, tendre la main aux plus oubliés. Pour certains, il est l'étincelle d'un renouveau africain. Pour d'autres, la preuve que la droiture peut renverser les montagnes. Abonnez-vous pour découvrir cette histoire vraie. Car ce soir, nous allons marcher ensemble, pas à pas, dans le sillage d'un jeune capitaine devenu symbole d'un continent en quête de dignité. Il était né loin des capitales, dans une petite ville où les soins coûtaient trop cher, où l'électricité n'arrivait qu'à certains foyers, où les routes se transformaient en rivières de boue à chaque saison des pluies. Dans cet univers de privation, un enfant observait. Il voyait les camarades quitter l'école parce que le ventre criait famine. Il entendait les soupirs des mères qui vendaient des légumes pour presque rien. Il enregistrait, sans bruit, la dureté d'un quotidien que beaucoup avaient fini par accepter comme une fatalité. Cet enfant, c'était lui, pas un héritier, pas un fils d'élite, mais un garçon ordinaire qui se refusait à croire que la pauvreté devait être le destin. Plus tard, il choisit d'étudier la géologie, fasciné par la terre qui recèle des richesses immenses. Mais à mesure qu'il apprenait, il découvrait le paradoxe cruel. Son pays possédait de l'or, du coton, du manganèse, et pourtant, ses habitants restaient parmi les plus pauvres de la planète. La colère qui grandissait en lui n'était pas une fureur bruyante, c'était un feu intérieur, silencieux, discipliné. Plutôt que d'embrasser une carrière confortable, il décida d'entrer dans l'armée. Non pas pour brandir des armes avec arrogance, mais pour approcher la réalité la plus brute, celle des villages délaissés, des familles menacées, des frontières vulnérables. Année après année, ce jeune officier se forgeait une conviction. L'indépendance ne se proclame pas une fois pour toutes, elle se vit chaque jour dans la capacité d'un peuple à se tenir debout. Ses camarades le décrivaient comme discret, presque effacé. Mais derrière ce silence, une vision mûrissait. Puis vint le moment où l'histoire s'accélère. En 2023, lors du sommet Russie-Afrique, le monde découvrit ce visage juvénile, ce ton sans emphase, cette parole directe. Devant les chefs d'État, devant les caméras, il se leva et déclara : « Nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons le pétrole, et pourtant, nous restons le continent le plus pauvre du monde. Cela n'est pas un hasard. » Ces mots n'étaient pas dits avec colère, mais avec une lucidité tranchante. Dans la salle, le silence se fit dense. Les regards se croisaient. Certains baissaient les yeux, d'autres retenaient leur souffle. Pour la première fois depuis longtemps, une voix africaine ne suppliait pas, ne quémandait pas. Elle affirmait, elle dénonçait, elle appelait à la dignité. À cet instant, beaucoup comprirent que le capitaine de 34 ans n'était plus un simple officier, il était devenu un symbole. Le symbole d'une Afrique qui ose dire ce que chacun pense tout bas. Le symbole d'un continent prêt à briser les chaînes invisibles de la dépendance. Ibrahim Traoré entra alors dans l'imaginaire collectif comme celui qui avait osé prononcer l'indicible. Et pourtant, lui-même savait qu'un discours ne suffit pas. Les mots, si puissants soient-ils, s'évanouissent si les actes ne suivent pas. Le peuple pouvait l'applaudir, les médias pouvaient le citer, mais la vraie épreuve commençait à peine.
car derrière les projecteurs, la réalité demeurait. Des routes impraticables, des greniers vides, une monnaie contrôlée de l'extérieur, des soldats étrangers sur le sol national. Le discours avait ouvert une brèche dans le mur du silence. Mais il fallait désormais franchir ce mur. Mais si les paroles frappent les esprits, comment les gestes allaient-ils transformer la vie des gens? Depuis des décennies, une monnaie liait 14 pays africains à une ancienne puissance coloniale, le franc CFA. Derrière ces 4 lettres se cachait un mécanisme redoutable. Pour chaque billet imprimé, la moitié des réserves de change devait être déposée au Trésor français. Ainsi, quand un paysan du Burkina Faso vendait son coton ou quand un mineur extrayait l'or de la terre, une partie de la richesse filait aussitôt vers Paris. Les peuples travaillaient, mais la clé du coffre restait ailleurs. Pour beaucoup, c'était devenu une habitude, presque une loi naturelle. On disait « c'est compliqué, c'est trop risqué de s'en libérer ». Mais un jour, un capitaine au pouvoir déclara « Nous ne voulons plus de cette dépendance ». Et il lança un chantier inédit, la création d'une banque centrale véritablement nationale, où les réserves appartiendraient enfin au pays. L'annonce fit l'effet d'un séisme. Certains diplomates parlèrent d'imprudence. Certains experts prévoyaient le chaos. Mais dans les marchés populaires, dans les villages reculés, les gens levaient la tête. Pour la première fois, ils entendaient qu'on ne parlait plus seulement de misère, mais de souveraineté. En parallèle, une autre décision secoua le pays. Depuis des années, des troupes étrangères stationnaient sur le sol burkinabé, censées garantir la sécurité contre les groupes armés. Mais la réalité était crue. Les attaques continuaient, les populations restaient dans la peur, les routes demeuraient coupées. Alors, le capitaine choisit de rompre avec ce modèle. « Nous protégerons notre terre nous-mêmes », annonça-t-il. La scène qui suivit restera dans les mémoires. Des milliers de citoyens descendirent dans les rues de Ouagadougou, brandissant le drapeau rouge, vert et or. Pas de slogans sophistiqués, pas de discours longs, juste un chant simple, répété sans cesse. Nous sommes libres. Dans les yeux de ceux qui marchaient, on lisait un mélange d'orgueil et de soulagement, comme si un poids invisible venait d'être ôté de leurs épaules. Et ce vent ne s'arrêta pas aux frontières. Au Mali, au Niger, en Guinée, d'autres peuples observaient. Ils voyaient un petit pays oser dire non, un jeune chef d'État fermer la porte aux ingérences. Dans les cafés de Bamako, dans les rues de Niamey, une question circulait. Si le Burkina ose, pourquoi pas nous? Ce fut un moment charnière. L'Afrique du Sahel, si souvent décrite comme une zone de crise, se mit à apparaître sous un jour nouveau, celui d'un laboratoire de courage politique. Bien sûr, rien n'était gagné. Les sanctions économiques menaçaient, les partenaires étrangers s'interrogeaient, mais dans les villages, la fierté l'emportait sur la peur, car mieux valait une pauvreté debout qu'une richesse à genoux. Ce choix d'indépendance ne relevait pas d'un caprice, mais d'une nécessité. Les ressources, le territoire, les hommes, tout cela ne pouvait plus être géré par d'autres. Le capitaine savait que chaque pas vers la liberté coûterait cher, mais il croyait que l'âme d'un peuple ne peut grandir que lorsqu'elle se détache de ses chaînes. La foule l'avait applaudi, les radios en avaient parlé, les images avaient circulé. Pourtant, la vraie question restait entière. Que faire une fois les chaînes rompues? Couper les liens, c'est une chose. Marcher loin avec ses propres jambes, c'en est une autre. Le pays saura-t-il tenir la cadence? Après les grandes déclarations vint le temps des actes. Dans un pays où tant de promesses s'étaient dissipées comme de la poussière au vent, beaucoup attendaient de voir, et ce qu'ils virent, surpris. Sur les terres aurifères du Burkina, l'or avait toujours été extrait, puis expédié brut vers l'étranger.
Les villageois ne voyaient que des trous béants, des montagnes de gravats et des camions qui disparaissaient à l'horizon. Cette fois, le capitaine ordonna la construction d'une raffinerie d'or sur place. « Ce qui sort de notre sol doit enrichir notre sol », répéta-t-il. Dans les ateliers flambant neufs, de jeunes ouvriers apprirent à transformer la matière précieuse. Pour la première fois, des familles burkinabées pouvaient espérer vivre non pas des miettes, mais de la valeur créée chez elles. La même logique s'appliqua aux champs. Dans les marchés, on vendait des tomates par panier entier, à vil prix. Pendant ce temps, le pays importait du concentré de tomates venu d'Europe, une absurdité. Alors, une usine de transformation fut inaugurée. Désormais, les tomates rouges des plaines nourriraient non seulement les foyers, mais aussi une industrie locale. Et que dire des routes? Pendant longtemps, les chantiers étaient confiés à des entreprises étrangères, avec des coûts si élevés qu'ils dépassaient ceux de l'Europe. Le gouvernement refusa. Il acheta plus de 900 engins de chantier et forma des centaines de jeunes. Des bulldozers aux mains de garçons du pays tracèrent des voies à travers les plaines. Chaque route achevée n'était pas seulement un ruban de bitume, c'était un fil qui reliait les villages aux écoles, les paysans aux marchés, les malades aux hôpitaux. Dans les campagnes, les paysans reçurent des semences améliorées, des engrais, des tracteurs subventionnés. Mais surtout, une orientation nouvelle leur fut donnée. Moins d'exportation massive, plus d'autosuffisance. Riz, maïs, légumes, viande, poisson, l'essentiel devait d'abord nourrir la nation. Un peuple qui mange à sa faim est un peuple qui se tient droit, disait-on désormais dans les campagnes. Et il ne s'agissait pas que de pain ou de route. La santé et l'éducation, longtemps luxe pour les plus démunis, devinrent des priorités. Des cliniques mobiles sillonnaient les zones rurales. Dans des villages reculés, des mères virent pour la première fois un médecin poser un stéthoscope sur la poitrine de leurs enfants. Dans les yeux de ces femmes, on lisait l'étonnement mêlé de reconnaissance. Enfin, l'État se souvenait d'elles. Les orphelins de soldats tombés dans les conflits reçurent une autre promesse tenue. Des internats gratuits furent bâtis pour les accueillir, les instruire, les protéger. Ainsi, ceux qui avaient perdu leurs parents n'étaient pas condamnés à perdre aussi leur avenir. Et que dire des femmes veuves? Longtemps, les mariages traditionnels non reconnus les privaient de droits. Elles n'héritaient de rien, ne recevaient aucun soutien. Le capitaine fit changer la loi. Désormais, ces unions seraient reconnues et les veuves auraient accès aux aides, aux crédits, aux programmes de formation. Mieux encore, des fonds spéciaux leur furent consacrés pour lancer de petits commerces, une boutique d'épices, un atelier de savon, un restaurant de quartier. Une femme qui se relève entraîne toute une famille à sa suite. Partout, on voyait des signes concrets, des routes où passaient des camions de légumes, des usines où les ouvriers portaient fièrement leurs badges, des écoles où résonnaient les rires d'enfants. La transformation n'était pas un miracle soudain, mais une accumulation de gestes simples, répétés avec constance. Le peuple comprit alors que l'indépendance ne se prouvait pas seulement dans les discours, mais dans une assiette pleine, une route praticable, une loi juste. Et vous, si vous deviez choisir, que faut-il bâtir d'abord? Des routes, des greniers de riz ou des écoles? Car reconstruire un pays ne se résume pas à empiler des briques. Il s'agit de relier des destins. Et bientôt, une question plus vaste allait se poser. Comment dialoguer avec le reste du monde? À Paris, Marseille ou Lyon, bien des familles, d'origine africaine, portent encore en elles le souvenir du franc CFA, des contrats de travail temporaires, des départs forcés. Les aînés se rappellent les valises de carton, les premiers pas dans les usines françaises, les mandats envoyés au pays. Dans leurs récits, on entend à la fois la fierté d'avoir bâti une vie et la douleur d'avoir dû partir.
Ces mémoires croisées pèsent toujours dans la relation entre la France et le Burkina Faso. D'un côté, un pays européen qui se voit partenaire historique. De l'autre, un peuple africain qui réclame désormais un rapport d'égal à égal. Ce n'est pas un rejet de tout lien, mais une exigence de respect, car l'amitié ne peut fleurir que si chacun tient debout. Dans les rues de Ouagadougou, on n'entend pas seulement des slogans contre l'ingérence, on entend aussi des voix qui disent « Nous voulons commercer, échanger, coopérer, mais sans dépendance. » Cette nuance est essentielle, car il ne s'agit pas de couper les ponts, mais de les reconstruire autrement. Les générations plus âgées, celles qui ont connu l'époque coloniale et post-coloniale, savent que les relations franco-africaines furent faites de contradictions, protection et exploitation, proximité et méfiance. Aujourd'hui, le défi est de réécrire cette histoire sans oublier les blessures, mais sans s'y enfermer. Dans cette perspective, l'exemple d'Ibrahim Traoré Burkina Faso résonne comme un signal fort. Ce jeune président incarne une volonté nouvelle, parler d'égal à égal, sans arrogance mais sans soumission. En Europe, certains l'écoutent avec inquiétude, d'autres avec respect. En Afrique, beaucoup y voient l'annonce d'un temps nouveau. Et vous, qui avez vécu entre deux rives, comment voyez-vous cette relation? Faut-il rompre? Faut-il réinventer? Faut-il simplement dire la vérité nue? Un pont n'a de sens que s'il mène quelque part. Vers où mène ce pont pour le Sahel? Les premiers pas avaient été faits, routes tracées, usines ouvertes, lois modifiées. Mais un pays ne se reconstruit pas seulement avec des gestes immédiats, il faut aussi rêver grand et bâtir solide. Parmi les projets lancés, l'un des plus ambitieux portait un nom simple, le chemin de fer Faso. Il ne s'agissait pas seulement de poser des rails, mais de relier les provinces, de faire circuler les marchandises, d'unir les marchés. Dans les ateliers de Ouagadougou, de jeunes techniciens apprenaient à assembler des wagons, à forger des rails, à maîtriser la sidérurgie. Chaque boulon vissé devenait une promesse, celle d'un Burkina tourné vers l'avenir. Un autre chantier, moins visible mais tout aussi crucial, prit forme, le parc pharmaceutique national. Trop longtemps, l'Afrique avait dépendu de médicaments importés, coûteux et souvent rares. L'idée était claire, produire sur place, pour soigner sur place. De la fabrication de comprimés de base à l'élaboration de traitements plus complexes, tout devait être progressivement internalisé. Ainsi, une piqûre, un antibiotique, un simple flacon ne serait plus un luxe, mais un droit. Le logement urbain fut également repensé. Fini les petites maisons éparpillées, coûteuses en terrain et en infrastructures. Désormais, des immeubles collectifs, dotés d'écoles, de marchés, de lieux de vie, surgissaient dans les grandes villes. Ces cités modernes visaient à accueillir une population en pleine croissance, dans la dignité. Derrière ces projets se dessinait une philosophie, produire, construire, protéger. Non plus attendre l'aide extérieure, mais investir dans la force des bras et l'intelligence des têtes locales. Mais ce qui frappait le plus les observateurs, ce n'étaient pas seulement les chantiers, c'était le style du capitaine. Là où d'autres chefs d'État vivaient dans l'opulence, lui avait choisi de garder le salaire d'un officier, 583 dollars par mois. Là où d'autres multipliaient les cortèges, lui arrivait parfois sans prévenir, mangeant avec les soldats, parlant aux paysans dans leur langue. Cette simplicité, loin d'être un artifice, incarnait une conviction. Gouverner, c'est servir. Bien sûr, le chemin restait semé d'embûches, les pressions extérieures ne disparaîtraient pas. Les défis internes, insécurité, pauvreté, corruption, ne se régleraient pas d'un coup de baguette magique. Mais une certitude grandissait, le Burkina Faso avait relevé la tête, et avec lui, tout le Sahel commençait à respirer autrement. La suite, pourtant, ne dépendait pas d'un homme seul.
Elle dépendait de la capacité d'un peuple à marcher ensemble, génération après génération. La suite dépend d'un mot ancien et puissant, ensemble. Sommes-nous prêts à le vivre et pas seulement à le dire? L'histoire que nous venons de parcourir n'est pas celle d'un miracle tombé du ciel. C'est l'histoire d'un peuple qui, au cœur du Sahel, a décidé de reprendre son souffle. C'est l'histoire d'un jeune officier devenu chef d'État, d'hommes et de femmes ordinaires qui, jour après jour, transforment leur pays par la force de leurs mains. Car ce récit ne parle pas seulement d'Ibrahim Traoré, il parle de la dignité retrouvée, de la certitude qu'aucune nation n'est condamnée à rester à genoux. Quand un peuple décide de se lever, même la pauvreté la plus enracinée peut être ébranlée. Aujourd'hui, les routes se rouvrent, les écoles résonnent à nouveau, des usines tournent dans des provinces qu'on disait oubliées. Ce n'est qu'un début. Mais dans ce début se cache une vérité puissante. Le Burkina Faso n'est plus un spectateur, il est devenu acteur de son destin. Et déjà, au-delà de ses frontières, d'autres peuples regardent et se reconnaissent. Maliens, Nigériens, Guinéens, tous murmurent que si Ouagadougou peut oser, alors chaque capitale du Sahel peut, elle aussi, écrire sa propre page. C'est ainsi que l'exemple d'Ibrahim Traoré, Burkina Faso, dépasse son territoire et devient une espérance continentale. Mais ce chemin n'appartient pas seulement à un homme, ni même à une génération. Il appartient à ceux qui acceptent de croire qu'ensemble, on peut bâtir un avenir plus juste. Car l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être respectée, écoutée et maîtresse d'elle-même. À vous qui regardez, à vous qui portez la mémoire des deux rives, je pose une question. Que transmettrez-vous aux jeunes générations? La résignation ou la fierté d'avoir vu un peuple se relever? Abonnez-vous et laissez en commentaire vos souvenirs, vos réflexions. Partagez cette vidéo avec vos proches pour que cette mémoire traverse les générations. Soutenez cette chaîne, une voix africaine, une voix digne. Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche ensemble. » Ce soir, le Burkina Faso nous rappelle que le voyage vient à peine de commencer et que, si nous le voulons vraiment, nous marcherons loin. Ibrahim Traoré n'a jamais promis le paradis, mais il a ravivé l'essentiel. La foi qu'un peuple, même petit, peut se tenir debout et inspirer un continent entier.